Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Power Boost, la seule émission qui vous parle d'innovation, de machinisme et aussi d'économie en lien avec l'agriculture et de pistes de diversification. Alors cette semaine, je suis dans les Pyrénées et on va aller à la rencontre d'un agriculteur du Béarn. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors les Power Boosters, cette semaine, on vous a concocté un Power Boost entrée, plat, dessert, salade, tomate, oignon. C'est dire combien les 15 minutes à venir sont remplies jusqu'à ras-bord. Il faut dire que notre agri de la semaine, Henri Biespéré, est passionnant quand il parle de son exploitation comme de sa casquette de vice-président de la FNSEA et qu'en prime, sous son hangar, on trouve un tracteur qui fera saliver les amateurs de machines vintage. En plus, on fait le point sur la situation douloureuse du secteur des agroéquipements en Italie et grâce à la question qui tue, on ne pourra plus vous la faire à l'envers puisqu'on vous donne quelques tips pour rebondir en cas de vis caché sur un tracteur. Alors, mes petites loutres, c'est parti, on retrouve Jean-Paul sur une exploitation particulièrement résiliente. Salut Henri. Bonjour. Alors Henri, je te connais bien, on est dans une superbe région ici que j'aime bien, c'est le Béarn et puis juste derrière on a un château. Voilà, le château de Montané, qui a été construit par Gaston Phébus, qui était une garnison de Gaston Phébus. On est entre le Béarn et la Bigorre, entre le département des Pyrénées-Atlantiques, région Nouvelle-Aquitaine, et le département des Hautes-Pyrénées, qui est en région Occitanie. Et on a même une particularité, c'est qu'on a deux enclaves des Hautes-Pyrénées, donc 4 communes qui font partie des Hautes-Pyrénées, mais qui sont complètement enclavées dans le Béarn et qui datent de 10e ou 11e siècle. Alors, c'est là que tu exploites. Explique-moi un peu comment est structurée ton exploitation. Mon exploitation, qui est notre exploitation, puisque j'ai un associé, donc il y a 25 ans, en 97, on a regroupé 2 exploitations avec notre agriculteur, jeune agriculteur. À l'époque, nous étions tous les deux jeunes agriculteurs avec le même âge, 2 copains d'enfance et avec des terres qui se jouxtaient un peu partout. Et donc on a regroupé les 2 fermes familiales qui appartenaient à nos familles pour n'en faire qu'une seule sous forme de groupement agricole d'exploitation en commun. Avec 2 objectifs, c'est la qualité de vie, donc pouvoir prendre des vacances, du repos, des loisirs. Moi, exercer des responsabilités professionnelles, mon associé n'a pas d'engagement. Et 2, mettre aux normes nos élevages laitiers. Donc c'était l'époque où on parlait de maîtrise des pollutions d'origine agricole. Et donc on a fait un bâtiment qui était aux normes avec le stockage qu'il fallait pour un troupeau de 50 vaches laitières. Et côté culture ? Alors côté culture, on cultive historiquement, comme beaucoup en Béarn, du maïs sur 80% des surfaces sur lesquelles on peut faire des céréales. Et puis ensuite, il y a un peu de tournesol, un peu de colza et un peu de blé. Et beaucoup pour avoir de la paille aussi, pour donc le logement des animaux, le logement des génisses en particulier. Donc on a une exploitation qui est sur 2 pieds, 50% du chiffre d'affaires en vache laitière, en vente de lait, 50% de chiffre d'affaires en vente de culture. Et puis tu sais qu'on parle beaucoup aujourd'hui du prix des matières premières qui a augmenté. Est-ce que toi, tu arrives à t'en sortir avec ton élevage ? Sur notre élevage, on a de l'autonomie pour 85%, je dirais, de l'alimentation de nos animaux. On n'achète que vraiment le complément de production et puis le correcteur azoté essentiellement du tourteau de soja qui viennent de l'extérieur, mais c'est 10 à 15% de nos approvisionnements extérieurs. Le reste du temps, c'est de l'herbe, comme vous le voyez ici autour. On a une vingtaine d'hectares d'herbe au total sur l'exploitation. Et puis de l'ensilage de maïs. On ensile une quinzaine d'hectares de surface de maïs qui nous donne l'alimentation pour toute l'année. Est-ce que quelque part, ce n'est pas la ferme idéale en matière de résilience ? Bon, la ferme idéale, je ne sais pas si on peut la décrire. En tout cas, aujourd'hui, on constate que quel que soit le cours des matières premières, même le cours du lait, alors
on a construit il y a 25 ans. Donc on a quasiment plus de charges d'investissement à rembourser. Donc c'est tout que des charges finalement de fonctionnement. Donc bien sûr la résilience elle est facile. Mais même si pour quelqu'un qui investit, l'investissement est modéré, il est fait à la taille du troupeau, c'est pas ce qu'on appelle une cathédrale en termes de bâtiment agricole quelquefois. Il n'est pas surdimensionné. Et puis le système que l'on a donc avec herbe et maïs ensilage dans notre région où le maïs pousse bien donne quand même une capacité de résistance à ce yo-yo que font les prix. Bon Henri, on va aller découvrir ton troupeau. Avec plaisir, on y va. Comment faire pour concilier une augmentation de la demande de matériels agricoles avec une hausse drastique du coût des matières premières? C'est la situation que connaissent actuellement les fabricants d'agroéquipements italiens. D'un côté, les études menées montrent que les agriculteurs sont prêts à réinvestir dans du matériel. De l'autre, les industriels sont confrontés à des coûts de production en hausse, plus 115%, notamment en raison des augmentations respectives du coût de l'acier, de l'aluminium ou encore du cuivre. Les agroéquipementiers italiens craignent donc de ne pouvoir satisfaire la demande avec une production ralentie et une hausse attendue des prix des machines agricoles. À voir si le plan d'aide à l'investissement pour le secteur déclenché par le gouvernement italien permettra de résoudre cette équation. Henri, je ne sais pas comment tu perçois cela, mais moi j'étais révolté par cet éleveur qui a été condamné à 100 000 €. Il était éleveur laitier, c'est vrai que ça s'est mal passé avec ses voisins. Comment tu réagis ? Bien évidemment, moi aussi je suis révolté, mais malheureusement aujourd'hui on a un métier qui est regardé différemment suivant les personnes, suivant les habitants. Et on peut être à la merci d'un nouvel arrivant, d'un nouvel habitant qui ne comprend pas bien l'investissement qui a été fait et qui va jusque devant les tribunaux pour se faire rendre justice. Donc on est tous les jours à essayer d'expliquer notre métier, et c'est ce qu'on essaie de prôner, et d'aller à la rencontre de tous ces nouveaux ruraux qui sont de plus en plus nombreux. Les agriculteurs sont de moins en moins nombreux dans nos villages. D'aller à leur rencontre, leur expliquer ce qu'on fait. Alors, tu es vice-président de la FNSEA, c'est vrai que vous avez essayé de faire une charte pour cadrer un peu cela. Oui, c'est pour ça qu'on a voulu faire cette charte, justement pour mettre en avant le fait qu'il y avait des activités économiques en milieu rural, que ça n'était pas qu'un endroit bucolique, bien entretenu, dans lequel on pouvait venir s'installer, installer nos familles et aller travailler ailleurs. Il y a aussi de l'activité économique, agriculture et autres. On en a besoin, c'est le poumon de nos milieux ruraux. Par contre, on a besoin sans doute d'apprendre à mieux communiquer, et on a mis la dernière partie sur le bien vivre ensemble. Comment est-ce qu'on se réunit tous autour d'un projet pour aller expliquer, là je vais faire un bâtiment, voilà ce qui va se passer, voilà combien d'animaux je vais mettre. Henri, tu nous parles un peu de ton parc de matériel ? On y va, allez on y va. Alors vous allez voir, là je vous ai trouvé un increvable et une série spéciale, Henri. Oui, c'est le tracteur que j'ai acheté quand je me suis installé en 1986. On avait une dotation d'installation et des prêts bonifiés. Mon prêt bonifié a servi à acheter ce tracteur qui était le NEC Plus Ultra à l'époque. C'était une série spéciale élevage avec les cabines surbaissées pour pouvoir passer dans les granges, puisque j'ai commencé mon installation dans la grange construite par mes parents, donc avec des portes un peu basses, et des tracteurs modernes, enfin des tracteurs maintenant n'y passeraient plus. Et sous le capot Renault, on retrouve quoi comme moteur ? On retrouve un moteur qui fait 65 chevaux, donc très adapté pour l'époque, pour les outils qu'on avait et ce qu'on avait à faire en élevage. Alors tu l'as totalement amorti là depuis, hein ? Largement, là, c'est sûr qu'il coûte juste le gasoil et l'huile de vidange. Et comme c'est increvable, justement, je crois que le mot est bien trouvé. Des réparations, on n'y en a vraiment pas fait beaucoup. Et en option, il y avait l'autoradio ? Non, sans option. Comme c'était une série spéciale, ils mettaient sur le prix, alors qu'à l'époque, il fallait... C'est impensable maintenant. À l'époque, il fallait payer un petit supplément si on voulait l'autoradio dans le tracteur. Ils avaient fait une série spéciale dans laquelle ils offraient finalement l'autoradio. Et oui, c'était le plus de l'époque. Merci Henri. Merci. Bon Henri, on va parler d'agrivoltaïsme. On sent qu'on est vraiment à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins parce qu'on le voit en plus avec l'actualité, quoi. Trouver de l'énergie
biosourcée, donc renouvelable, pour remplacer l'énergie qui vient, aujourd'hui on parle beaucoup du nucléaire pour ce qui est de l'électricité. C'est quand même un enjeu pour notre pays. Donc on a des énergéticiens, on a des politiques publiques qui prévoient des objectifs de production d'énergie renouvelable, y compris sous forme de photovoltaïque. Et donc l'agriculture est concernée. Suivant les études, on estime que à l'horizon 2030, on pourrait être on est aujourd'hui 25 000 hectares à peu près couverts de panneaux photovoltaïques. On pourrait atteindre à 100, 120, peut-être 150 000 hectares. Donc c'est vraiment un sujet pour l'agriculture parce que l'agriculture a toujours vocation aussi alimentaire. Oui, mais Henri, moi j'avais toujours l'impression que le monde agricole, vous étiez un pied sur le frein, un pied sur l'accélérateur, pas à savoir s'il faut y aller ou pas. Nous étions le pied sur le frein, c'est vrai, parce qu'on considérait que les terres agricoles devaient rester à vocation alimentaire, avec une population mondiale qui va croître, avec des difficultés liées au climat qui vont donner des incertitudes sur les niveaux de rendement. On pensait que la totalité des terres agricoles devait être à vocation alimentaire. Aujourd'hui, avec les technologies qui avancent et puis la charte qu'on a mis en place, on pense qu'il est possible de maintenir une vocation alimentaire et de produire aussi de l'énergie. Donc c'est pour ça qu'on est passé du photovoltaïque au sol à l'agrivoltaïsme. Et nous, on ne veut entendre parler en agriculture que d'agrivoltaïsme, c'est-à-dire de cumuler sur un même espace la production d'énergie et la production alimentaire. Et pas une production alimentaire alibi, mais une production alimentaire conséquente. On dit dans cette doctrine qui devrait être validée par les ministères, je pense, le jour où ils seront de nouveau en place après la séquence électorale, on écrit que les volumes de produits alimentaires ne doivent pas subir l'influence néfaste de la présence de panneaux photovoltaïques. On a aussi obtenu un accord avec les opérateurs pour qu'il y ait un partage de la valeur ajoutée. Donc que l'agriculteur qui possède les terrains ne soit pas le seul bénéficiaire de la location de son terrain, mais que la rémunération versée par les énergéticiens soit partagée entre l'agriculteur ou l'exploitant agricole qui a le terrain et dans un fonds de développement qui peut justement accompagner le développement et la transition que doit aujourd'hui adopter l'agriculture dans tout un espace. Donc c'est pour ça qu'on parle de projets de territoire pour porter ces projets d'agrivoltaïsme. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique « La question qui tue ». Alors, sur un tracteur, la solution, c'est la suivante. D'abord, il faut qu'on soit sûr que ce soit un vis caché. Un vis caché, c'est quoi? C'est trois choses. C'est d'abord, comme son nom l'indique, un vis qui est caché, c'est-à-dire quelque chose qui est non apparent. Ensuite, il faut que ce vis rende l'usage du tracteur impropre ou qu'il en diminue très fortement l'usage auquel on le destine. Et troisième chose, très importante, il faut que ce vis soit antérieur à la vente ou concomitant à la vente. Une fois qu'on a ces trois éléments qui généralement apparaissent grâce à une expertise judiciaire ou à une expertise amiable, on a deux solutions. Soit l'agriculteur décide de rendre le tracteur et de se faire restituer le prix d'achat, soit il décide de garder le tracteur et de se faire dédommager de la partie en fait qui correspond au vis décelé. Très important également, l'agriculteur a 2 ans à compter de la découverte du vis pour agir. Délai de 2 ans qui est lui-même inclus dans un délai de 5 ans, délai de 5 ans qui commence à courir à partir du moment où le tracteur est acheté. En qualité d'agriculteur, c'est un professionnel. Donc les tribunaux estiment qu'il doit faire preuve d'une vigilance plus importante qu'une personne comme vous et moi qui serait amenée à acheter un tracteur. Bon, Henri, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ton exploitation. Voilà, l'émission Power Boost touche à sa fin. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver chaque jour sur notre chaîne YouTube de nouvelles vidéos. Et puis, n'oubliez pas aussi, bien sûr, de vous abonner à notre page Instagram. À bientôt.